Merci pour votre invitation. C'est la première fois que je suis à l'Université de Lille et je suis particulièrement impressionnée par la grandeur, par les immenses dimensions de cette université. 60 000 étudiants par été. J'ai vraiment impressionnée parce que j'ai toujours enseigné dans des petites universités, dans les écoles de commerce ou bien à Sciences Po, c'est tout petit. En tout et pour tout, à Menton, nous avons 400 étudiants, donc vous voulez que j'ai raison d'être impressionnée par la grande taille de votre université. On est là, aujourd'hui je suis là pour vous parler de l'Iran, des jeunes Iraniens qui ont toujours attiré mon attention. En 2000, j'ai soutenu une thèse à l'école des hautes études sur la jeunesse iranienne, une génération en crise. La thèse a obtenu le prix Le Monde de la recherche université cette année-là, et contrairement à ce que vous pouvez croire, ça n'a pas été bien accueilli. Parce qu'en 2000, quand j'ai parlé des crises de la jeunesse, de manière dont la République islamique traitait les jeunes iraniens, et tout le monde s'est jeté sur moi. Quand je dis tout le monde, ça veut dire les iranologues couronnés en France. Ils ont dit que l'Iran est une grande démocratie, est une jeune démocratie, et tu es venu en train de laver le linge sale devant les étrangers. Tu n'avais pas le droit de dire ce que tu avais dit. La réponse que je donnais, j'avais la confiance d'une jeune iranienne, parce que c'était un peu ma vie. Le livre « La jeunesse iranienne, une génération en crise », qui est sorti en 2001, c'est un peu autobiographique quelque part. Ça, je peux le dire maintenant, 22 ans après, 21 ans après. À l'époque, j'essayais de le cacher. Je pensais que c'est très mauvais de faire un travail sociologique, autobiographique, quelque part. Vous voyez? Donc, je n'ai pas donné des références personnelles dans ce livre, mais tout est personnel, quelque part. Je l'avais vécu. Les anecdotes que j'avais racontées, les atrocités des polices avec les jeunes, je les avais vécues soit personnellement, soit à travers mes amis. C'était en 2001, en France. Souvenez-vous. C'était le président Khatami, c'était les réformateurs, c'était la grande République islamique. Et dans ces années-là, la mode ici en France était de dire que oui, ce sont les Iraniens, ils sont en train de créer une démocratie islamique. Et donc, quelqu'un qui a mis les pieds dans le plat, c'est très mal passé. C'est très mal passé parce que je cassais tout ce que les autres disaient sur l'Iran. Évidemment, j'ai payé le prix cher, c'est-à-dire que tout était barré, je n'ai pas pu obtenir des postes universitaires. Et j'ai continué le travail d'une manière off, un petit peu à côté. C'est-à-dire que j'ai eu des contrats de recherche, j'ai continué mon travail sur les jeunes Français, j'ai fait en 2007 les enfants de la démocratie, entre islam et démocratie. C'était un travail de recherche sur les jeunes Français dans les banlieues, issus de l'immigration maghrébine, et pour savoir ce qui se passe. C'était un travail. Et dans ces années-là non plus, j'ai l'art de faire des livres qui ne plaisent à personne. Alors donc, en 2007, on m'a dit qu'une Iranienne est en train de dire qu'en France tout va mal, alors occupez-vous de vos affaires, de l'Iran qui a beaucoup plus besoin de vous. Vous dites que les jeunes de banlieue ne vont pas bien, alors que tout va bien en France. Et donc, voilà, le travail sur les jeunes Français non plus n'a pas été bien accueilli. Et je suis retournée sur l'Iran. Et donc, en 2012, j'ai publié un livre qui s'appelle « La malédiction du religieux ». Ça, c'est un livre, j'ai dit film, c'est un lapsus quand même. C'est un livre, c'est pas un film, c'est un livre qui est, pour moi, c'était intéressant parce que ça m'a permis de comprendre ce qui s'est passé en Iran. Les 100 dernières années iraniennes, pour moi, étaient quand même... C'était un mystère, et d'ailleurs le livre a été publié en anglais, ça s'appelle « The Mystery of Contemporary Iran », le mystère de l'Iran contemporain, le même livre qui a été traduit en anglais. C'était vraiment un mystère parce que je voulais savoir ce qui s'est passé, pourquoi nous sommes arrivés à la République islamique. Qu'est-ce qui s'est passé
dans ce pays pour qu'une telle malédiction tombe sur le pays. Contrairement à ce que mes collègues disent que c'est une démocratie, non, on n'a jamais vécu comme ça. Les jeunes Iraniens qui sont dans la salle, je pense que vous avez tous des souvenirs de ce qui n'est pas la démocratie. C'est un régime profondément dictatorial, autoritaire, qui est tout sauf une démocratie. Alors, en 2012, j'ai publié La malédiction de religieux et j'ai continué mon travail de recherche. Et c'était d'une manière peut-être voulue. 20 ans après la jeunesse iranienne, je suis retournée sur les jeunes. Cette fois-ci, ces jeunes sur lesquels j'ai travaillé étaient les enfants des jeunes de l'an 2000. Et donc, je me suis rendu compte que 20 années ont passé et tout ce que j'avais dit il y a 20 ans sur la crise de la jeunesse, sur les malheurs, sur cette immense répression que la République islamique a imposée sur la société iranienne et particulièrement sur les jeunes et d'une manière encore plus intense sur les femmes. Alors, j'ai remarqué que tout ce que j'avais dit un petit peu, je pensais que c'est très mauvais de le faire, c'était réalisé. Et je me suis trouvée en face d'une jeunesse, une nouvelle jeunesse, les enfants de ceux que j'avais étudiés il y a 20 ans, et j'ai remarqué à quel point ces jeunes sont blessés, à quel point ils souffrent, et à quel point, l'année dernière, quand le livre est sorti, ma conclusion était ça. La République islamique, j'ai écrit, la République islamique a détruit les relations intra-individuelles, les rapports entre les individus. L'année dernière, à la même époque, j'observais et je constate d'une étonnante manière, les relations étaient violentes, dures, et une violence inouïe était à l'intérieur de la société iranienne entre les individus. Et j'avais l'impression, le livre, la fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné, termine sur une conclusion très amère, très amère. J'avais vraiment l'idée que la République islamique avait détruit les Iraniens, avait détruit la société en Iran. Surtout à la même époque, l'année dernière, vous vous souvenez, c'était l'homme de Ahvaz qui a coupé la tête de sa femme, qui l'a baladée pendant 2 heures dans la ville et rien ne s'est passé, ou le père de Romina qui a tué sa fille de 13 ans parce qu'elle avait un petit copain, et ce genre d'infanticide qui se produisait d'une manière répétitive, alors que pour ceux qui observaient la société iranienne, savaient que ce genre de violence n'était pas habituel aux Iraniens. Alors je me disais, mais où on va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Hier, on a assassiné, on a exécuté un jeune de 23 ans. Avant-hier, c'était un autre jeune de 23 ans. Et je vais vous étonner parce que je vais vous dire une chose. La situation en Iran est largement meilleure par rapport à l'année dernière qu'aujourd'hui. La situation est meilleure parce que pendant plus de 2 mois, les Iraniens ont sorti la violence qui était entre eux et ils l'ont visée vers la République islamique. Ils ont visé les responsables de leur malheur. Ils ont critiqué, insulté et vraiment sorti tout ce qui était à l'intérieur de la société iranienne, qui était en train de ronger les Iraniens eux-mêmes. Ils l'ont visé, dirigé vers la République islamique. Le résultat est catastrophique, ça veut dire qu'il y a 480 morts, tous les jeunes, moins de 20 ans. On a 18 000 arrêtés qui risquent la peine capitale. La République islamique est violente. Il ne va pas hésiter à massacrer ces jeunes qu'il a arrêtés. Et si la communauté internationale n'intervient pas, il va se passer des crimes contre l'humanité, comme il y en a pas mal qui s'est passé dans les 2 dernières. Pourtant, la société est en train de s'assainir. Les relations
entre les Iraniens, entre les jeunes, se sont nettement améliorés. Il y a une véritable solidarité aujourd'hui entre les jeunes. On se fait confiance, alors qu'avant, on était complètement incapable de se faire confiance. Cette sortie, cette issue heureuse de faire sortir la violence et la diriger vers les responsables des maux et des malheurs de la société, ça montre que la société iranienne est encore vivante. Les Iraniens sont encore vivants, les Iraniens sont encore capables de résister face à leur oppresseur. La plupart du temps, j'entends des jeunes qui disent « Notre pays a été envahi par des forces étrangères ». Les Iraniens aujourd'hui se comparent avec les Ukrainiens. De la même façon que Poutine est en train d'envahir l'Ukraine, les Iraniens disent, ceux avec qui je suis en contact, bien sûr, ils disent que notre pays a été envahi par les Moulins. Ils ne sont pas iraniens, parce que ça fait 43 ans qu'ils sont en train de détruire notre pays. Ça fait 43 ans que la richesse de ce pays a été pillée. Ça fait 43 ans que la jeunesse iranienne est en pleine crise. Elle est opprimée. Ça fait 43 ans que les Iraniens n'ont pas pu vivre. Et ce qui se passe aujourd'hui, à mes yeux, c'est une chose extrêmement importante. C'est un signe de la vivacité de la société iranienne. Je ne vais pas être très long dans mon exposé. J'aimerais bien écouter la salle. J'aimerais bien répondre à vos questions. Ça serait, pour ne pas prolonger cette présentation, je préfère après cette courte introduction d'entendre la salle et je vais rebondir sur vos questions. Je vais donner de longues réponses à vos questions. Et donc, j'aimerais bien vous entendre. Merci. Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on va faire sans micro parce que ça ne pas plus que ça. Si, ça marche. Il faut... Ah, j'ai des bêtises. Bonjour. Si j'ai bien compris, ça vous étonnait alors ce mouvement? Voilà. Est-ce que le mouvement m'a étonné? Depuis 2010, je suis les Iraniens sur Facebook et depuis 2017 sur Twitter. Alors, sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, indépendamment de mes contacts directs avec les jeunes Iraniens qui viennent en France ou les membres de ma famille qui sont encore en Iran, les jeunes de là. J'entendais une rage profonde, une colère extrêmement forte dans la bouche des jeunes qui sortaient de leurs paroles. Et j'ai été toujours très étonnée en les lisant, en les écoutant, en les interviewant. J'ai été très étonnée d'entendre autant de colère de la part des jeunes qui doivent avoir une belle vie. À 20 ans, on dit que c'est la meilleure partie de la vie. Mais quand j'entendais autant de colère, autant de frustration, des jeunes qui ne voient absolument pas l'avenir, qui ne voient pas comment, en quoi les lendemains sont faits, ils ne voyaient pas ça. J'étais très étonnée du silence qui régnait sur la société iranienne. J'étais très étonnée. Et quand, à la suite du meurtre de Mahsa Amini, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas revenir là-dessus. C'était vers le mi-septembre, et la jeune fille kurde iranienne Mahsa Amini a été assassinée par la police des mœurs. Alors, c'est à partir de cet événement qu'une colère qui était déjà profondément installée dans la société, en train de ronger les Iraniens, s'est éclatée. Et ça a donné naissance à un mouvement sans précédent, reconnaissons-le, parce que ce qui se passe depuis le 13 septembre 2022 jusqu'aujourd'hui, c'est un événement sans précédent sur plusieurs registres, si vous voulez. D'abord par son ampleur. On n'a jamais eu en Iran un mouvement social, un mouvement politique aussi important, qui touche toutes les catégories sociales, plutôt tous les âges, parce que tous les âges, les gens qui sont concernés, ce n'est pas seulement les jeunes, mais les jeunes qui sont sur le devant de la scène. Donc, de par son ampleur, de sa pérennité,
Et encore d'autres caractéristiques, par exemple, le soutien extrêmement important des hommes envers les femmes. Ça, c'est la première fois. On se souvient très bien les premières années de la Révolution. Ça, je aussi, celui-ci. Pardon? C'est que femmes, ils ont devant le scène, dirigent le mouvement actuellement, on dit comme ça en Iran. Et je ne pense pas que ce soit un mouvement féministe. Non, non, je ne parle pas de féminisme. Je parle des femmes qui dirigent le mouvement actuellement. Elles ne dirigent pas, mais elles sont très actives. Elles sont très actives. Je ne peux pas... Je n'ai pas remarqué que c'est un mouvement spécialement féminin ou dirigé spécialement par les femmes, aussi bien les femmes que les hommes. Les deux sont côte à côte, ça c'est la première fois. Et on a vu à travers le meurtre de Mahsa Amini, le slogan phare de ce mouvement, Femme, Vie, Liberté, qui est très très significatif et qui a donné cette illusion à beaucoup que c'est un mouvement féministe. Et je n'arrête pas de dire que ce n'est pas un mouvement féministe, c'est un mouvement qui va au-delà des revendications féminines. Et vous savez, en Europe, le mouvement, la révolution féminine a eu lieu une fois que les droits de l'homme se sont installés, que la société est devenue égalitaire, les droits de l'homme se sont installés, et par la suite, les femmes ont dit que nous sommes des hommes comme les autres. Et nous aussi, nous avons droit. Alors donc, c'est là où le commencement de la révolution féminine. En Iran, c'est pas comme ça. Ce n'est pas les mêmes schémas partout. En Iran, nous sommes dans une société où tout va mal. Tout. L'économie est morte, carrément. Les Iraniens n'achètent que les éléments du quotidien. Et encore, il y a beaucoup d'Iraniens qui ne peuvent pas le faire. La société est affamée, l'économie est paralysée, la corruption est immense, rien ne va dans cette société. Le pays est en train d'être déchiré entre la Russie et la Chine. Ils ont complètement désintégré la société. Donc, on est en face d'une situation qui n'est pas comparable avec la révolution, le contexte de la révolution féminine en Europe. C'est pourquoi le raccourci ne me convient pas et je n'arrête pas de répéter partout, bien que la cause des femmes soit sur la première ligne, mais le mouvement ne puisse pas être considéré. Il est difficile de considérer ce mouvement comme un mouvement féminin. Quelle est la différence? En Iran, quand Khomeini est arrivé en 1979, quand il a pris le pouvoir, quand il a installé son régime, il était quand même en difficulté. Pourquoi? Parce que la société iranienne s'était modernisée dans le sens administratif. On avait des institutions démocratiques dans ce pays, même si le pays n'était pas démocratique, mais des institutions modernes. La justice iranienne s'était modernisée. Et l'appareil étatique s'était modernisé. Quand les ayatollahs sont venus en Iran, ils ont réussi à basculer, à renverser le régime de Shah. Mais rien ne leur permettait de gouverner une société modernisée. Parce que leur mentalité, leur compréhension de gouvernance, de pouvoir politique, était uniquement une conseillée par le tête de la société et imposait le pouvoir d'une manière autoritaire. Leur islam leur a permis de révolutionner, mais leur islam ne leur a pas permis de gouverner. Il n'y a rien dans l'islam pour lui permettre de gouverner une société plutôt moderne ou à moitié modernisée. La seule manière dont Khomeini pouvait s'imposer en Iran, c'était de gouverner par force, d'une manière autoritaire. Et ce qu'il a fait. Mais comment faire ça dans un Iran de tout de suite après le Shah? Ce n'était pas évident. Donc, la première étape pour Khomeini, pour assujettir l'ensemble de la société, était de taper sur la tête des femmes. Donc, le 8 mars 1979, la première mesure restrictive de la République islamique, c'était l'obligation du port du voile. Ils ont imposé
le voile d'une manière autoritaire sur la tête des femmes. Et tout de suite après, ils ont créé la police des mœurs. Donc, comme on dit dans les médias que la police des mœurs était inventée en 2000, je ne sais pas quand, c'est une fausse information. Non, la police des mœurs était bel et bien là dès la première année de la République islamique. Donc, la République islamique, d'abord, s'est installée sur la tête des femmes, et une fois qu'il a réussi à assujettir les femmes, il a continué, il a assujetti aussi les hommes. Mais dans les années 79-80, je me rappelle très bien, les hommes n'étaient pas conscients de cette stratégie de la République islamique. Même les gens qui n'étaient pas pro-Khomeini, qui n'étaient pas religieux, qui n'étaient pas islamiques. Moi, je me rappelle très bien, je viens d'une famille qui n'est pas islamisée, qui n'est pas traditionnelle. Mais mon père qui a pleuré quand le Shah est parti, il a fermé la porte, il a pleuré toute la journée. Le même père, le jour où Khomeini a rendu le port du voile obligatoire, il nous a dit, bon, en tout cas, Khomeini a rendu la pudeur à la société. Alors, j'étais pas quand même, j'avais 12 ans, j'étais très étonnée que mon père parle comme ça. Bon, croyez-moi, à 12 ans, j'étais étonnée déjà. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais en quoi le port du voile est l'équivalent de pudeur? Il a dit, mais non, parce que sous le Shah était très très bien, je l'adorais, mais quand même les femmes n'avaient pas de pudeur. Mais là, maintenant, la pudeur est revenue à la société. Quand un homme qui était lui, qui n'était pas religieux, qui détestait Khomeini, et toute sa vie, il a insulté Khomeini. Alors, même lui, il était content que les femmes soient obligées, il était content que les femmes soient obligées de porter le voile. Imaginez à quel point la femme iranienne, les femmes iraniennes étaient seules ces années-là. Et quand je vois les photos aujourd'hui, les photos des manifestations monstres des femmes, les rues remplies des femmes, mais il n'y a pas un seul homme. Ça, je comprends. Les femmes iraniennes étaient seules pendant de longues années. Parce que Khomeini et son régime, ils ont fait croire que, en réprimant les femmes, les hommes prennent le pouvoir. Mais ils n'ont 40 ans après, ils ont compris une société qui réprime ses femmes, c'est pour mieux réprimer ses hommes. Ça, aujourd'hui, les jeunes ont compris. Les jeunes iraniens, ils sont côte à côte avec les jeunes femmes. Ils sont dans la rue, ils soutiennent la cause des femmes parce qu'ils savent une société qui libère ses femmes, il libère aussi ses hommes. Et puis ils savent aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est important. C'est vraiment la troisième caractéristique importante de ce mouvement, c'est qu'aujourd'hui, les hommes iraniens ont compris que la voie de la libération de leur pays passe par la liberté de leurs femmes. Et une fois que les femmes seront libérées des contraintes religieuses, c'est tout le pays qui sera libéré de la République islamique. Vous parlez avec les jeunes, ils le savent pertinemment, tous. Je parle à la longueur de la journée avec les jeunes, soit à l'intérieur des frontières, soit à l'extérieur, mais ça c'est quelque chose qui a été parfaitement bien compris, alors que cela n'était pas le cas il y a 40 ans. Il y a 40 ans, ils ont trouvé, les hommes iraniens, ils ont trouvé que, enfin, finalement, la République islamique n'est pas si mauvais que ça, parce que l'homme, il a pris beaucoup de pouvoir à l'intérieur de la famille, il pouvait faire ce qu'il voulait. Vous voyez le résultat, par exemple, l'année dernière, on a eu le patriarche Potestaf, le père qui tue sa fille ou son fils, et il sort du tribunal avec 3 tapes sur les doigts. Il ne se passe rien du tout, parce que le père, il est le propriétaire de la vie de la maisonnée, de sa femme et de ses enfants. Donc s'il décide de les tuer, il peut le faire, parce que c'est lui qui leur a donné la vie. Donc, au début, cela a donné cette illusion que la République islamique est pour les hommes, qui leur donne le pouvoir. Mais aujourd'hui, les hommes iraniens savent pertinemment que c'est faux. Ce n'est pas le cas. Ils répriment les femmes pour mieux les réprimer eux, pour mieux les enfermer eux. Et donc, ça c'est la troisième dimension extrêmement importante de ce mouvement que je qualifie un mouvement révolutionnaire, parce que les exigences des Iraniens sont des exigences révolutionnaires. Ils veulent une seule chose aujourd'hui, la chute du régime. Ils ne veulent pas autre chose, ils ne veulent pas négocier, ils ne veulent pas tergiverser, ils ne veulent pas
entrer en réforme, parce qu'ils savent aujourd'hui, 43 ans après, ils savent que ce régime n'est pas capable de se réformer. Ce régime est coupé de la société. Ce régime exclut la société entière de tout. Donc, on n'est pas dans un cas de figure où il y a un pouvoir politique qui négocie avec les différentes forces sociales, qui rentre en négociation, qui... Non, c'est un régime. Depuis 2019, on a vu cette coupure. Vous vous souvenez, juste un rappel rapide, en 2019, il s'est passé quelque chose de très important. 2019, le gouvernement annonce l'augmentation de 300% du prix de pétrole, de l'essence, pardon, donc pour l'usage quotidien, et les Iraniens sortent dans la rue. Les Iraniens qui sortent dans la rue ne sont pas des opposants politiques, ne sont pas des membres des groupes d'opposition, ne sont pas des personnes politisées. Ce sont les individus normaux qui trouvent que c'est injuste, qu'on n'augmente pas les prix 300% du jour au lendemain, et donc ils s'opposent. C'est vraiment l'Iranien de lambda qui sort dans la rue et la République islamique les tue. C'est important. Vous voyez, quand on tue les opposants politiques, c'est absolument pas justifiable. Loin de moi de vouloir justifier l'assassinat des opposants politiques. Mais politiquement parlant, il y a une signification différente quand un pouvoir politique tue ses opposants et quand un pouvoir politique tue les individus normaux, les citoyens normaux. En 2019, les 3000 personnes, et selon certains, les 4000 ou selon d'autres 1500, on n'a jamais eu les statistiques correctes, mais minimum 1500 personnes ont été assassinées en 3 jours. Aucune guerre en 21e siècle n'a donné autant de victimes en si peu de temps. 3 jours, 1500 et d'autres qui, même Amor Maleki, l'un des chercheurs en Suède, qui a découvert que dans les registres des cimetières, il y a quelques 8500 morts de plus. Donc il base sur les 8500. Bon, je reste sur les minimums, donc ça ne change pas, parce que déjà 1500 c'est énorme. Un pouvoir politique qui tue en 3 jours 1500 citoyens non politisés, c'est très significatif. Ça veut dire qu'on est en face d'un régime politique qui est totalement incapable de négocier avec sa société, de communiquer avec sa société. C'est à partir de 2019 qu'on a compris que la République islamique s'est radicalisée. Il est totalement incapable de se réformer ou de faire quoi que ce soit. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, on voit que la société aussi s'est radicalisée, c'est-à-dire que la société a compris le message de la République islamique. Les Iraniens savent que quand ils demandent quelque chose, quand ils exigent quelque chose, il n'y aura pas de réponse de la part du régime. La seule réponse de la part du régime, c'est le massacre. Mais il se passe que cette fois-ci, les yeux des étrangers, des occidentaux ont été rivés sur l'Iran et la République islamique n'a pas osé faire ce qu'il a fait en 2019. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enfermé, il a mis en prison les manifestants, 18 000, voire plus, mais ce sont les chiffres qui tombent comme ça, une estimation, un minimum en fait d'estimation. 18 000 jeunes sont aujourd'hui et 18 000 jeunes qui risquent la peine capitale en Iran. Donc, on est vraiment à la veille des grands massacres. Donc, dans cette situation, vous voyez que la société aussi s'est radicalisée. C'est-à-dire la société sait que le pouvoir en face n'est pas capable de lui répondre. La seule réponse de la République islamique, c'est le massacre. Donc, aujourd'hui, le mouvement social, le mouvement politique qui est en train de se passer en Iran, ne peut qu'être un mouvement révolutionnaire. Parce que la situation s'est radicalisée, parce que l'État s'est radicalisé, parce que le pouvoir s'est radicalisé. C'est tout à fait normal que les Iraniens connaissent la situation et donc ils demandent le changement de régime. Donc, je dis, la troisième caractéristique principale de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement, les hommes et les femmes côte à côte. Mais
La quatrième caractéristique de ce mouvement qui attire particulièrement mon attention, parce que j'ai toujours travaillé sur la relation avec la modernité, comment les pays religieux, comme un pays comme l'Iran, pourraient sortir de la religion. Alors, ce qui attire particulièrement mon attention, c'est que depuis mi-septembre, nous n'avons même pas entendu une seule fois, même pas une seule fois, un slogan ou une référence à la religion. Pas une seule fois. Aucune revendication religieuse, aucune référence religieuse, aucun symbolisme religieux. Tout est non religieux. Et par endroits, j'ai pu constater des slogans anti-religieux. Je hais votre religion, je déteste votre culte. Ils le chantent. On ne peut pas fermer les oreilles en disant que non. Mais oui, aujourd'hui, la République islamique a réussi non seulement à se faire détester, non seulement à faire détester le clergé chiite, mais aussi à faire détester la religion. Ils ont tellement maltraité cette société, ils ont tellement maltraité ces jeunes, qu'aujourd'hui, les jeunes iraniens, en tout cas une partie des jeunes iraniens, ils prennent l'islam comme le responsable principal de tous leurs maux et malheurs. C'est comme ça. C'est le résultat des pressions que les agents du régime ont posées sur cette société. Ont imposé à la société. Pardon ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne fais qu'observer. Vous voyez, je ne fais pas de jugement là-dessus, mais je vois que la sortie de la religion, ce qu'on qualifie la modernité, le mouvement de la modernité, a été qualifié, a été décrit par quelqu'un comme Marcel Gauchet comme le processus de la sortie de la religion. C'est la définition qu'il donne de la modernité. Alors, on voit que la société iranienne est sortie de la religion d'une manière très radicale. En tout cas, une partie de la société, peut-être pas toute, parce qu'on voit quand même dans les partis sunnites, qui constituent 5% de la population du pays, 95% des Iraniens sont chiites et 5% sunnites. On voit que chez les sunnites, chez les 5%, en Kurdistan et au Baloutchistan, la haine de la religion n'existe pas de cette façon. Il y a quand même un Molavi Abdelhamid plutôt, dans la ville de Zahedan, qui est imam de Zahedan, c'est un sunnite, c'est un chef religieux sunnite. Il est respecté de son peuple parce qu'il a tenu tête contre le régime. On n'a pas l'équivalent chez le clergé chiite. Aucun dignitaire chiite n'a su tenir tête contre le régime. Le silence radieux, ce que les Iraniens critiquent évidemment, qui n'apprécient absolument pas, cette absence de réaction de la part du clergé chiite, ce qui ne m'étonne absolument pas, parce que le clergé chiite est largement inféodé par les gens du régime. C'est lui qui est en train de gouverner. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement, les dirigeants doivent se retourner contre eux-mêmes, puisqu'ils sont tous complices. Donc c'est tout à fait normal. Cette attente de la part de la société est totalement illégitime. On ne peut pas attendre que les gens qui se sont enrichis, qui se sont complètement ensolis par ce régime, ils se retournent contre lui. Non, c'est pas possible, donc c'est une attente totalement, disons... Oui. Oui, je voulais vous parler du problème climatique, du problème de la biodiversité qui devient tel qu'on parle de 6e extinction mondiale. Le problème est mondial, mais est-ce qu'en Iran il est secondaire, important, anecdotique? Non, c'est catastrophique en Iran, ni secondaire, ni anecdotique, ni important, c'est catastrophique parce que la République islamique a complètement détruit l'écosystème de ce pays. La nature en Iran a été détruite. Comment les spécialistes de climat nous expliquent que, je vous raconte juste un exemple, vous allez comprendre le reste, d'accord? Je ne rentre pas dans tous les détails parce que la situation est catastrophique en Iran. Juste dans les 2 grands déserts iraniens, ils ont enseveli les déchets nucléaires russes. L'écosystème est totalement contaminé.
Les animaux qui ont été contaminés sont entrés dans le cercle de l'alimentation des Iraniens. Et là maintenant, le degré de la contamination nucléaire est tellement fort qu'on peut trouver, par exemple, dans certains aliments quotidiens, un taux de la présence de radioactive extrêmement important. D'accord? Donc, vraiment, la situation. Ils ont détruit la nappe phréatique. Ils ont détruit l'écosystème de ce pays d'une manière que moi je pense qu'après leur départ, il faut des siècles de travail pour que le pays retrouve une allure normale. سلام و ادب خدمت شما و از خوش آمدگویی. سوال که از شما داشتم، یعنی اول تشکر میکنم که اینقدر شفاف و واضح صحبت کردید، خیلی ممنونم. و سوالم این بود که خیلی دوست داشتم راجع به این صحبت کنید که ما با یک رژیم کاملا بی‌سواد در عرصه اقتصاد، اجتماعی، فرهنگی با یک حکومت بسیار بی‌سواد طرفیم که زبانی جز سرکوب نمیدونه و اصلا به خاطر همین گفتگویی بین حکومت و بین مردم ایجاد نمیشه، چون که کشش ندارن، چون سواد بحث و گفتگو رو ندارن. و من خیلی دوست داشتم راجع به این مسئله صحبت بشه که اینا بدونن واقعا اصلا مشکل ما از کجا شروع میشه، این دموکراسی یعنی چی، چرا این گفتمان ایجاد نمیشه. و با توجه به اینکه ما یه فرهنگی داریم که بسیار با تمدن هست، غنی هست، خیلی دوست داشتم راجع به مسئله صحبت بشه. از شما تشکر میکنم اگه بپردازید به این موضوع یکم. ممنون از شما. Alors, la question était pourquoi le dialogue ne s'installe pas entre le pouvoir et la société. Et selon, je ne connais pas votre prénom, Marvache. Selon Marvache, le problème vient du fait que les dirigeants de la République islamique sont illettrés. Déjà, je vous rappelle que le président Raïssi, le boucher de Téhéran, celui qui a tué 4000 personnes en une seule nuit, il a, je pense qu'il n'est pas illettré, parce qu'il a son certificat d'école primaire quand même. Non mais il ne faut pas exagérer. Alors donc, selon Marvache, le problème de l'Iran vient du fait que les dirigeants islamistes... Pardon, ça ne m'étonne pas. Il vient du fait que les ayatollahs, les dirigeants iraniens ne sont pas experts, n'ont pas la qualité de gouverner ce pays, ce qui est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que, je l'ai dit dès le début, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont rien à leur disposition pour gouverner un pays comme l'Iran, donc la seule manière qu'ils ont su faire, c'était une manière autoritaire. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait qu'ils ne soient pas experts. Et quand je regarde l'Iran, quand je regarde l'ampleur de dégâts en Iran, quand je vois comment ce pays a dégradé en 4 décennies, je ne peux pas croire que les dirigeants de la République islamique l'ont fait un coup, comme ça, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils sont en train de faire. À mon avis, ils l'ont fait d'une manière très intentionnelle. Et ils savaient ce qu'ils faisaient. Ce degré de dégâts ne peut pas se faire par les ignorants. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne pense pas que les dirigeants de la République islamique soient ignorants, non. Je pense qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que le degré de dégâts dans ce pays est tel que l'hypothèse de l'ignorance n'est pas suffisante. Je pense que ce pays a été détruit d'une manière extrêmement intentionnelle. Je pense qu'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. C'est pourquoi je ne penche pas pour la thèse de l'ignorance des dirigeants de la République. La République islamique a donné corps à un rêve qui est né à l'intérieur du clergé chiite à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. À partir du XIXe siècle, les 3 derniers rois de Qajar étaient des rois extrêmement faibles et le clergé chiite commence à gouverner l'Iran à cette époque-là. Et c'est à cette époque-là qu'il commence à regarder ce qui se passe dans le monde sunnite et il voit qu'il n'y a pas de clergé chez les sunnites, mais en tout cas, les savants religieux sunnites sont très faibles, alors qu'ils étaient, eux, au pouvoir en Iran.
en absence des 3 rois Qajar. Ils étaient tous toujours en voyage à l'étranger. Donc, qui gouvernait l'Iran à la fin du 19e siècle? Le clergé chiite. Et c'est à cette époque-là, le rêve de gouverner l'ensemble du monde musulman est né. D'accord? Et quand vous lisez les écrits des religieux à partir de la seconde moitié du 19e siècle, il y a 2 accents importants dans leurs écrits, l'Iran et le chiisme. Pourquoi? Parce qu'ils rêvent de gouverner l'ensemble du monde musulman. C'est ça leur rêve. Mais ils n'arrivaient pas à le faire parce qu'ils étaient détestés dans le monde sunnite. Les sunnites ne les aimaient pas. Ils essayaient de créer une ambiance de fraternité entre chiites et sunnites, mais ça ne marchait pas. C'est là où Khomeini s'est montré complètement inventif quand il dit que le chemin de Karbala passe par le Quds. Tout d'un coup, ce rêve de plusieurs centaines, un siècle et demi, trouve un écho favorable dans l'oreille de l'opinion publique arabe, dans l'opinion publique sunnite, qui détestait jusqu'alors le clergé chiite et les chiites avec. Quand ils trouvent que il y a un ayatollah qui défend les Palestiniens. Et c'est là où Khomeini a réussi à attirer l'attention et la sympathie de l'opinion publique sunnite. Vous devez lire les événements des 40 dernières années en Iran sous cet angle. Toute la destruction qu'ils ont fait en Iran, c'était pour asseoir leur pouvoir, pas sur l'Iran, mais sur l'ensemble du monde musulman, sur le monde sunnite aussi. Le clergé chiite rêve de gouverner le monde musulman dans sa totalité. Ils ont détruit l'Iran d'une manière extrêmement calculée pour pouvoir nourrir leur rêve, qui est la gouvernance du clergé chiite sur l'ensemble du monde musulman. En fait, l'Iran, pour eux, était un tremplin, c'est tout. Et les Iraniens étaient de trop. Vous voyez quelle est la mentalité du clergé chiite? Le clergé chiite veut régner sur l'ensemble du monde musulman, mais ici, ces Iraniens sont un peu trop exigeants, et il faut les éliminer, il faut les étouffer. Et ce qu'ils sont en train de faire depuis 43 ans. Et c'est pourquoi ils n'hésiteront pas à massacrer. C'est pourquoi ils sont dangereux. Parce que leur rêve n'est pas l'Iran. Leur rêve, c'est l'ensemble du monde musulman. Et quand on regarde comme ça, ils sont tous sauf ignorants. D'accord. Là, ici, il est particulièrement ignorant. Je suis d'accord. Mais le reste, ils ne sont pas ignorants. Ils sont des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais la maison de Khomeini était parlée. Monsieur, on va laisser la parole. Avant toute chose, premièrement, donc, je remercie tous ceux et toutes celles qui ont permis votre venue. Deuxièmement, je vous remercie d'avoir accepté leur invitation. Ça me rend ravi. Donc, je reviens sur la question de la religion. Je pense que la modernité, ça commence par Reza Shah, et après Mohamed Reza Shah, tout ça, je mets de côté. Néanmoins, je me base sur une étude américaine qui est sortie il y a quelques années. Et justement, pour votre venue, je cherchais, mais je n'ai pas trouvé, qui disait que le taux d'athéisme en Iran est l'un des plus élevés au monde, non seulement dans les pays musulmans, non seulement dans les pays dits tiers-monde par le passé, les nouvelles appellations pays du Sud ou les pays en voie de développement, mais également à dépasser le monde occidental. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne peux qu'aller dans ce sens parce que le taux de fréquentation des églises en France, c'est dans les 5 et 6%, selon les chiffres officiels qu'on peut trouver. Et en Iran, c'est de 3%. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire c'est tout à fait correct. La République islamique a complètement détruit les croyances des Iraniens, a complètement détruit la place de l'islam dans la société. Et en France, la laïcité a su quand même conserver la religion. La religion est partie
dans la vie privée des individus, il a trouvé sa place dans les sphères intimes, mais en Iran, je doute que ça se passe aussi gentiment avec l'islam. Et je pense que vraiment, après la chute de la République islamique, évidemment, il n'y a pas d'avenir pour le clergé chiite, ça on peut être sûr. Mais je doute aussi quand même, je ne sais pas, je n'ai pas des données nécessaires, mais je doute aussi, conformément à l'étude que vous avez évoquée, je doute qu'il y ait un avenir aussi pour l'islam en tant que religion. Oui. Le taux d'athéisme est très important en Iran. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup de porter la voix des Iraniens et de venir en parler ici en France. Je voulais vous dire, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'hier, il y avait le jeune homme, Mahdi Reza, qui avait été exécuté en Iran. Il avait 23 ans et du coup, hier matin, sa famille a reçu un appel à 7h du matin en leur disant qu'ils devaient aller à leur tombe, voir leur fils qui venait d'être exécuté et pendu. Il y a 40 ans, le 28 juillet 1983, c'était ma grand-mère qui le recevait, parce que pareil, ma famille aussi, ils ont perdu des membres de leur famille comme ça. Mon oncle, il a été exécuté et pendu. Du coup, en 40 ans, c'est toujours les mêmes outils de répression. Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que c'est un vrai outil de répression pour tenir les Iraniens enchaînés, bâillonnés à la République islamique? Oui, c'est vrai que la République islamique a toujours massacré les Iraniens. Ça, on peut... Moi, je me rappelle très bien, j'ai perdu à peu près 15 camarades de classe. 15. On était à peine 25. 15 d'entre nous ont été exécutés dans les années, les ordres au système de chaste. C'était, je ne sais pas quel est l'équivalent, 81. Et bon, quand je l'ai raconté, il me disait que voilà, elle est opposante politique, elle exagère, mais c'était vraiment ce que nous avons vécu. Là maintenant, voilà, ça c'était un exemple. Moi personnellement, c'était des camarades de classe, et quand elles ont été, c'était des filles, c'était le lycée des filles, et quand elles ont été assassinées le lendemain, 13 ans, 14 ans. C'était ça l'Iran. Et on n'avait même pas le droit de le dire. Parce que quand on disait ce qui s'est passé, qu'ils ont systématiquement violé les adolescentes avant de les exécuter, et ils osaient aller chez elles avec de la pâtisserie, des fleurs et donner de l'argent. Alors, non, vous vous rendez compte, le comble de l'abomination. C'est ça la République islamique. Et on ne pouvait même pas en France en parler. Et c'est ça qui est... Aujourd'hui, ça a changé. Vous voyez ce qui a changé, c'est ça. Grâce à qui? Grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux. Il y a 20 ans, je n'osais même pas raconter cet événement. C'est la première fois que je raconte en public. Parce qu'à chaque fois, ils disaient, oui, c'est une opposante politique, ce n'est pas un sociologue. Ce n'est pas un sociologue. Comme si quand on est sociologue, on doit raconter des faits gentils, vous voyez? Et la distance entre la réalité de la vie des Iraniens avec la réalité de la vie en France est telle qu'on, quand on raconte ce qui se passe dans ce pays, tout de suite, on est taxé d'exagération. Une fois aussi, j'ai raconté, c'était sur France Info Télé, j'ai raconté que oui, hier, c'était juste la veille, j'ai dit hier, ils ont pendu une femme morte. Alors tout le monde était, oui, elle raconte des horreurs. Non, je ne raconte pas des horreurs. Les horreurs font partie de la vie quotidienne des Iraniens. Une femme qui attendait pour arriver dans la queue des exécutants, elle meurt de peur. Donc avant même d'être tuée, elle est morte. Mais le juge, il dit non, elle doit être pendue. Donc on a pendu son corps inanimé. C'est ça l'Iran. C'est ça l'Iran. Et quand je dis aujourd'hui, on est vraiment à la veille de grands massacres en Iran, ce n'est pas parce que je suis en train d'exagérer, je veux attirer l'attention publique. Non, parce qu'il y a des jeunes qui vont mourir si on ne bouge pas. Il y a une autre question ici. Bonsoir, je voulais d'abord vous remercier pour votre présence et votre témoignage. Est-ce que de la même manière que la mort d'une jeune femme qui, à l'origine, était une femme lambda comme n'importe quelle autre femme iranienne, mais qui est ensuite devenue un symbole et a mené à des mois de manifestations assez fortes, est-ce
que vous ne pensez pas que dans un futur, que l'on espère proche, la mort de Khamenei, qui mènera à une période de transition de pouvoir, peut constituer une autre période propice pour les Iraniens afin de porter le coup final sur le régime dictatorial. Merci. Oui, moi je compte beaucoup sur la mort de Khamenei parce que je pense que ces hommes, ces dirigeants de la République islamique, dans leur médiocrité, ils sont irremplaçables. Et l'équilibre extrêmement fragile du régime va s'effondrer avec la disparition de Khamenei. Donc j'attends avec impatience. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que même si je n'ai pas la boule de cristal pour voir l'avenir, je peux vous garantir que la disparition ne va pas rester inaperçue et ça ne va pas se passer dans le calme et dans la tendresse. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et juste pour rajouter que je ne fais pas de témoignage, je fais mon travail de sociologue et je raconte ce qui se passe en Iran, mais ce n'est pas un témoignage. Bonjour. Malheureusement, je n'ai pas lu votre livre, La fenêtre de l'Iran, j'espère. Mais est-ce que vous pouvez résumer un peu sur la nouvelle génération, sur la jeunesse de l'Iran? Est-ce que vraiment on le comprend, on le connaît? Merci pour votre question, parce que quand je parle, j'oublie toujours l'essentiel, et là, vous avez souligné l'essentiel. Merci beaucoup. Oui, la nouvelle génération est très, très différente par rapport à celle de ses parents, sur plusieurs, disons, registres, si vous voulez. La première, la chose la plus importante chez ces jeunes d'aujourd'hui, c'est que ce sont les gens qui ont grandi devant les réseaux sociaux, devant l'écran de leur ordinateur. Depuis tout petit, ils ont vu les photos sur Instagram. Les photos de qui? De leurs cousins et des cousines qui vivent à l'étranger, dans les pays libres. Et ça les a évidemment formés, ça les a choqués, parce qu'ils veulent vivre comme eux. Donc, dès le début, cette jeunesse a grandi dans une comparaison constante entre sa vie à elle et la vie des gens de son âge dans les pays libres et démocratiques. Et dès le début, ils se sont dit, pourquoi pas nous? Pourquoi nous ne devons pas vivre comme eux? Alors que leurs parents, la génération de leurs parents, qui souffraient beaucoup, parce que dès le début de la République islamique, les jeunes étaient la cible privilégiée de la répression du régime et de ses contraintes. Mais la génération des parents, ceux qui ont même âge que moi, nous n'avions pas le soutien de nos parents. Nos parents étaient des révolutionnaires, soit ceux qui étaient contre la révolution. Mais ils avaient été grandis dans la culture traditionnelle iranienne. Et donc, l'éducation que les gens de ma génération ont reçue, c'est une éducation quand même traditionnelle. C'est une éducation iranienne traditionnelle, avec l'importance de la figure paternelle, qui est omniprésente, qui est omnipuissante, et la mère qui est là, soutient son enfant, mais la tendresse, voilà. Alors que les jeunes d'aujourd'hui, qui ont les parents de mon âge, ou un peu plus jeunes, ils ont été élevés autrement. Parce que ma génération et les plus jeunes que moi, nous avons beaucoup souffert de la République islamique, de cette vraiment répression qui planait quotidiennement dans la société iranienne, qui n'a jamais cessé d'être forte, jamais. Alors, les jeunes ont été élevés par des parents qui n'ont pas imposé la même éducation traditionnelle iranienne forte sur eux. Les pères de ces jeunes ne sont pas leurs pères, ce sont leurs copains. Le père iranien s'est transformé en papa. C'est une transformation très importante. Dans ma génération, le père était très important. Alors que les plus jeunes, ils ne sont pas imposés ce genre. Ils ont donné beaucoup de liberté à leurs enfants dans la famille. Moi, quand je me suis mariée, quand je suis allée avec mon mari à la maison parentale, mon père, il ne supportait pas son gendre. Déjà, parce que, non, il faisait la tête. Alors que
dans ma génération, je sais que les pères acceptent le petit copain de leur fille. Il y a eu beaucoup de liberté, beaucoup de liberté. Les jeunes aujourd'hui que vous voyez se faire massacrer comme des petits lapins devant les caméras, sous les balles de magie, ce sont les gens qui ont été bien respectés dans la famille. Et ils étaient très conscients de leur mérite et de leurs droits. Ils ont été élevés autrement que les gens de ma génération. Ils ont été élevés avec beaucoup de liberté. Mais le problème, c'est que si les gens de ma génération acceptaient une certaine hypocrisie, ça veut dire être libre dans le privé et faire semblant dans le public, sur le lieu de travail, de porter le voile comme il faut à l'université, de faire des prières collectives à l'université ou sur le lieu de travail. Mais ces jeunes, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Ils ne supportent pas l'hypocrisie. Ils veulent vivre comme leurs cousins qui sont en Allemagne, comme ils sont au Canada, comme ils sont aux États-Unis ou rarement en France. Ils veulent être libres partout, aussi bien en privé qu'en public. Et c'est pourquoi là maintenant, je pense que même si la révolte s'estompe un petit peu, se calme un petit peu, la République islamique n'en est pas finie avec ces jeunes. Parce que ces jeunes ne la supportent plus. Ils ont été élevés autrement, ils sont très conscients de leurs droits, de leurs mérites et de l'avenir qu'ils souhaitent avoir. Donc je pense que la République islamique n'est pas à la fin de sa peine. Espérons. Je voulais vous remercier pour ma part aussi pour avoir pris le temps de venir nous exposer tout ça et qu'on voit ensemble un certain nombre de choses. Et je vais un petit peu parler en vrac, je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de choses dont j'aimerais bien vous parler avec vous et puis vous demander de m'exposer ou de nous exposer un petit peu votre point de vue. D'abord, je voulais vous dire que je suis d'accord avec vous que les jeunes, vous avez dit que vous avez commencé au début de votre carrière en vous occupant des jeunes en France et puis surtout peut-être en relation avec des immigrés. Et je pense que c'est un sujet du jour et je suis entièrement d'accord avec vous qu'il faut s'en occuper parce que moi, peut-être j'ai tort de voir comme ça, mais je pense qu'il y a une tension qui monte tous les jours et si on ne s'en occupe pas, un jour, ça va péter. Excusez-moi de parler comme ça. Donc ça, voilà, ça fait pour cet aspect-là. Je voulais dire que vous avez raison de faire un projet, puis de vouloir vous occuper de cet aspect. Après, je reviens un petit peu sur ce qui est la question de l'Iran. Il y a en 80, vous avez évoqué cette date où les femmes manifestaient contre le port de voile parce qu'on avait commencé à dire qu'il faut, voilà, porter le voile, ils voulaient imposer, ils avaient commencé à imposer le voile. J'étais à cette manifestation, c'est vrai qu'il n'y avait pas, ça m'a fait plaisir qu'ils en parliez, parce que moi j'étais à cette manifestation, et franchement je ne pensais pas, quand j'étais à cette manifestation, je ne pensais pas que ça allait durer si longtemps. Et je souffre pendant 43 ans, j'ai souffert, j'ai 3 ans, 6 mois, mais finalement ça a duré 43 ans et c'est pas encore. Oui. Vous voyez, et ça c'est une souffrance interne, même si on ne l'exprime pas ou on n'ose pas l'exprimer, mais c'est quand même une souffrance de voir qu'on impose. On est capable d'imposer des choses pendant si longtemps. Ça c'était ce point-là qui me... Je veux dire que... Et je me souviens de cette date qui était au début mars de 88. Et puis après, maintenant on est en révolution, maintenant tout le monde dit que c'est une révolution, mais moi j'ai toujours peur. Des fois il ne faut pas le dire, il ne faut pas avouer qu'on a peur, parce que ça peut décourager les gens, mais j'ai toujours peur. On a donné beaucoup de morts déjà, on a commencé au cours des années, on révise le nombre de morts, c'est phénoménal, et cette fois-ci aussi 500, plus de 500 morts, et puis il y a aussi 18 000, comme vous avez dit, 18 000 qui vont peut-être passer par des exécutions sommaires, et voilà, on est devant un problème. Est-ce qu'on va maintenant, je me demande, est-ce qu'on va reculer? Alors vous avez fait bien le diagnostic, vous avez exposé comment ça se passe, comment on est arrivé là. Maintenant, il faut qu'on arrive aussi à trouver une solution. Alors, pour trouver une solution, les jeunes,
mais ça peut s'arrêter. La peur, c'est ça. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ces exécutions vont faire peur et puis faire reculer le combat? Et comment faire pour que ça ne s'arrête pas? Parce que si on prend les statistiques, peut-être je me trompe, aux alentours de, ils disent que c'est 5% de la population qui est en mouvement actuellement. Aux alentours de 5%. Mais c'est énorme. Mais avec ces 5%, ils ont réussi à faire reculer dans beaucoup de domaines. Et aussi au niveau international, on a réussi finalement à mobiliser beaucoup de gens et puis changer beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut... Parce qu'on a des problèmes. Les problèmes, c'est qu'il y a des coins très éloignés en Iran où l'islam, c'est vraiment le centre de tout. C'est-à-dire que si vous parlez quelque chose contre l'islam, tout de suite, on vous attaque. Moi, je suis en contact avec ces gens de problèmes. On n'ose pas parler des fois uniquement d'un truc simple, on n'ose pas parce que tout de suite, tu attaques l'islam. Donc maintenant, je ne vais pas être très long, maintenant, ils font une amalgame, les gens, aussi dans cela, ils font une amalgame entre, si vous dites que je ne veux pas de ce régime, ils pensent que vous ne voulez pas de l'islam. Comment faire pour faire comprendre aux gens que c'est deux choses différentes, et c'est que si on ne veut pas ce régime-là, c'est pas parce qu'on ne veut pas cette religion-là, mais que c'est le cas pour un grand nombre. C'est le cas, je veux dire, il ne faut pas rentrer dans cette religion-là, il ne faut pas dire que c'est cette religion qu'on ne veut pas, parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de gens avec nous. Donc ça, c'est le premier problème. Et deuxièmement, comment faire pour motiver les gens qui comprennent, qui font une distinction entre la religion, le départ de ce régime et la religion islamique. Est-ce qu'on doit leur dire, je ne sais pas, je me demande, est-ce qu'on doit leur faire comprendre que dans 1 an ou 2 ans, ça va être leurs enfants qui vont être devant les balles? Parce que les enfants grandissent, qui vont avoir 14, 13, 14 ans, et à ce moment-là, qui vont avoir besoin de la liberté, de ceci, de cela. Donc encore, on va avoir des morts derrière. Est-ce qu'il faut les sensibiliser dans ce sens-là? Je ne sais pas, je pose des questions, comment il faut faire pour qu'il y ait des millions d'enfants, pour qu'on termine. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment il faut agir? Quel est notre rôle? Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Comment avertir les gens, parler aux gens? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Quel est votre diagnostic? Après votre diagnostic, quelle solution vous proposez maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous remercie. Alors, est-ce que c'est une révolution, ce qui se passe en Iran? Certainement pas, parce que révolution, c'est toujours a posteriori, après coup, qu'on qualifie d'un mouvement qui était une révolution. Autant que je sache, la République islamique est toujours en place. Donc, il n'est pas encore tombé. Le régime est toujours là. Le jour où le régime tombe, on peut parler de la révolution. Mais aujourd'hui, on parle plutôt d'un mouvement politique ou d'un mouvement social qui est révolutionnaire. Parce que les Iraniens souhaitent la chute du régime. C'est un mouvement révolutionnaire. Donc ce n'est pas une révolution. Pardon? Bah oui, tout à fait. C'est une révolte avec des exigences, des prétentions révolutionnaires. Et moi, je ne suis pas très bonne en traduction, mais révolte n'est pas choulesh. Révolte, pour moi, c'est riant. Voilà, on est d'accord. Donc, il y a des acteurs qui ont estimé que ce n'est pas une révolte, mais c'est une révolution. Bon, je suis là pour vous dire que c'est faux. La révolution, c'est trop tôt pour qualifier cet événement de révolution, mais c'est une révolte qui a des prétentions révolutionnaires. Des exigences, des revendications. On peut dire que c'est un soulèvement. Oui, non, c'est un peu plus fort. Oui, c'est un soulèvement, c'est un riant, c'est une révolte extrêmement importante, un mouvement révolutionnaire déjà. Alors, peur des victimes, oui, ça fait quand même 500 victimes, et il va y avoir encore plus, il y aura des massacres, mais de toute façon, moi je compare toujours avec la guerre en Ukraine, 80 morts tous les jours, depuis le début de la guerre. D'accord? Donc, on le sait, on ne peut pas changer un régime aussi autoritaire et sanguinaire comme la République islamique, juste en leur demandant s'il vous plaît, partez. Ils ne vont pas partir comme ça, donc c'est un long chemin devant les Iraniens.
on va avoir des exécutions sommaires, et c'est là où le rôle de la communauté internationale est extrêmement important. Donc, vraiment, il faut faire quelque chose pour empêcher les exécutions sommaires. Alors, sur les pourcentages des Iraniens qui soutiennent le régime, il y a des gens qui prétendent, des journalistes en France qui prétendent que 20 à 30% des Iraniens sont pour le régime. Et je ne sais pas du tout d'où ils sortent ce chiffre. Je ne sais pas. Peut-être que c'était une illumination comme ça, parce qu'il n'y a pas de statistiques en Iran. Et si vous écoutez le discours de la République islamique dit que 99% des Iraniens sont avec nous. Ça, qui dit 4%? Le président de l'Assemblée. Lui non plus, il n'a pas fait des statistiques. C'est lui qui l'a dit dans le non, débat télé. Voilà, je parle des statistiques sérieuses n'ont pas eu lieu en Iran pour savoir. Imaginez si on va faire une enquête en Iran et demander le régime. Ça dépend qui vous êtes, ça dépend comment vous posez la question, les réponses changent. Donc ce n'est pas aussi facile d'enquêter dans une situation chaotique comme l'Iran d'aujourd'hui. Donc on n'a pas de statistiques. Par contre, on sait une chose, que 95% des Iraniens ont été appauvris. Ça, on le sait. Et autant que je sache, quand on appauvrit, on n'est pas content. Rares sont les gens qui appauvrissent et qui perdent leur pouvoir d'achat, qui n'ont pas de quoi manger et qui disent merci, merci, tout se passe bien. Donc, quand on dit l'écrasante majorité des Iraniens sont mécontents, sont insatisfaits, je le dis par rapport à leur pouvoir d'achat, par rapport au taux de chômage, par rapport au taux de participation à la vie active. Quand on voit qu'il y a autant de jeunes diplômés qui sont dans la rue, qui n'ont rien à faire, ça on peut constater que quand même il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Alors, on sait aussi qu'en Iran, 75% de la population iranienne vit dans les grandes agglomérations urbaines. Le pourcentage des Iraniens qui vivent dans les zones rurales est de 25%. Peut-être encore moins, parce que mes statistiques datent d'il y a 5-6 ans. Peut-être encore, parce que la situation a changé. C'est-à-dire que la population rurale s'est amincie encore plus qu'avant. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on prend le pouls des grandes villes, normalement, on est bon. Parce qu'il y a très peu d'Iraniens, finalement, qui vivent dans la zone rurale. Et les villes donnent toujours, en fait, le rythme à tout le pays. Et c'est important ce qui se passe, surtout les grandes villes, parce qu'ils sont tous dans les villes. Enfin, il y a une grande densité de la population dans les grandes villes. Alors, on sait que dans les grandes villes, même quand vous êtes croyant, quand vous êtes musulman, quand vous êtes vraiment quelqu'un attaché à la tradition, j'ai interviewé nombre des familles traditionnelles iraniennes qui étaient vraiment dans la religion, même à l'époque de Shah. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont changé. Même eux, ils estiment que la République islamique a noirci l'image de l'islam. Et ils sont très désolés par rapport à la situation. Et à chaque fois que la République islamique exécute les jeunes à l'aube au moment de Azan, ça, il y a encore une bonne partie de ces musulmans traditionnalistes qui tombent, qui s'effondrent, qui perdent leur attachement aussi bien au régime qu'à leur religion. Parce que c'est au nom de Dieu qu'on les tue, c'est au nom de Dieu qu'on les viole, au nom de Dieu qu'on les... Donc, en fait, l'acteur principal de désislamisation de la société iranienne, c'est le régime lui-même, et non pas les opposants. Il ne faut pas croire parce que, par exemple, monsieur Dantel ou madame Dantel a dit que l'islam n'est pas bon, qu'il y a une grande partie des Iraniens qui se sont vraiment détachés de la religion. Non, ce sont les actes de la République islamique qui créent autant de mécontentement, de rejet de la religion. Donc, et autre chose que je voulais vous dire,
comprendre ma logique. J'ai du mal à le faire passer quand je parle avec les Iraniens. Ils sont toujours en train de chercher comment on touche la zone grise, la partie grise de la population, ceux qui ne bougent pas, ceux qui ne parlent pas, qui ne font pas des... Vous savez, une société comme la société iranienne, qui n'a pas d'organisation classique. On n'a pas des syndicats, on n'a pas des partis politiques. Par exemple, en France, à Paris, quand les syndicats annoncent la grève, on ne sait même pas qui est le leader des syndicats, qui est le chef des syndicats. Mais quand ils disent, par exemple, les hôpitaux demain sont en grève, demain, si vous mourrez, vous ne trouvez pas d'urgence, vous ne trouvez pas d'infirmière, vous ne trouvez rien, parce que les syndicats ont annoncé la grève. Donc, c'est une autre organisation. On n'a pas cette organisation. En même temps, il n'y a pas de chef en Iran, leader en Iran, leader politique en Iran. Alors, qu'est-ce qui se passe? En Iran, on est en face des mouvements de masse. C'est-à-dire, il y a une jeune fille qui se fait assassiner d'une manière brutale et ça blesse la conscience collective et tout d'un coup, la société explose. Dans ce sens, on est en face des mouvements de masse. Ce qui a commencé vers mi-septembre en Iran, c'était un mouvement de masse. C'est un mouvement de masse qui n'est pas manipulable, qui n'est pas organisable. Donc, dans une société comme la société iranienne, où les anciennes structurations syndicales ou politiques n'existent pas, on ne peut pas penser à ce genre d'organisation. On ne peut pas. C'est pas possible. Pour autant, on ne peut pas dire que le mouvement des jeunes, ou le mouvement que nous avons constaté, n'a pas d'organisation. Il a son organisation, mais c'est une organisation très particulière, à sa façon, qui se dirige, qui se canalise sur les réseaux sociaux par des influenceurs. Mais quelle est la limite de pouvoir de ces influenceurs? Jusqu'où ils peuvent aller, personne ne peut vous le dire, même eux-mêmes, ils ne le savent pas. C'est un petit peu comme le pouvoir des sorcières ou des sorcières dans les sociétés anciennes. Vous sortez les sorcières de leur village, ils étaient totalement incapables de faire des choses qu'ils faisaient dans leur propre société, dans leur propre village. Pourquoi? Parce que dans leur propre village, les gens croyaient en eux et ils étaient même capables de faire pleuvoir. Mais ils sortaient de leur village, ils allaient dans le village voisin, ils n'arrivaient à rien, ils ne pouvaient rien faire. Parce que les gens d'autres villages ne les connaissaient pas, ils ne croyaient pas en eux. Alors, ce mouvement des jeunes a ses influenceurs. Les influenceurs qui ne connaissent absolument pas quelle est la limite de leur pouvoir et quelle est leur influence, et si ce sont eux les influenceurs, mais ça existe. Ils dirigent le mouvement d'une manière inconsciente, pas très, oui, inconsciente, et les jeunes qui les obéissent, qui les suivent, tant qu'ils veulent. Et dès que les influenceurs disent un seul mot qui ne leur plaît pas, ben, ils les lâchent, ils vont ailleurs. Dans ce sens, il est très difficile de prévoir, en fait, de prédire l'avenir, d'organiser le mouvement. Il est très très difficile de dire quelles sont les solutions pour réveiller la partie grise de la société. Mais de toute façon, ce qui est sûr, même dans la révolution de 1979, la société iranienne s'est engagée les derniers jours. Là, on dit, j'étais sur un plateau avec Christian Chenon qui m'a dit « Oui, j'étais en Iran en 79, il y a eu des millions de jeunes, des milliers de jeunes qui étaient dans la rue. » Oui, les derniers jours, oui. Mais pendant de longs moments, c'était 4 jeunes, 50 jeunes qui sortaient comme ça. Donc, il est tout à fait possible qu'à un moment donné, le feu prenne. Voilà, c'est un feu qui prend et qui s'éteint, qui se reprend, voilà, c'est comme ça. Donc, vraiment dans les sociétés, dans la vie des sociétés, c'est ça en fait que je voulais vraiment faire passer, c'est ça le message du sociologue. La vie sociale, la vie des humains, la vie des sociétés n'est pas comme les ordinateurs, comme les machines. On est très habitué à manipuler les ordinateurs, de les programmer, de faire ceci, de faire cela, et tous ces appareils qui nous entourent. Et on a cette idée que la société, c'est comme une machine. On peut l'organiser, on peut faire, par exemple, appuyer là-dessus, et tout d'un coup, 2 millions de personnes vont se lever. Non, c'est pas comme ça.
La vie des sociétés est très différente. C'est un mouvement qui est en train de trouver son chemin, peut-être aujourd'hui ou demain, le mouvement va s'étouffer, mais ça va reprendre. On ne peut pas dire quand, on ne peut pas dire comment, on ne peut pas dire comment on peut toucher la conscience des autres. C'est très difficile. Vraiment, on ne peut pas le dire. Mais je sais que la manière avec laquelle la République islamique réprime cette société ne répondra pas. Si ça se répondait, ça se saurait. Si on pouvait uniquement en massacrant une société, gouverner sur elle et de continuer son règne, on n'avait pas besoin de démocratie. Vous savez, si par exemple dans les pays européens il y a la démocratie, ce n'est pas parce que les Européens sont plus gentils que les Orientaux, c'est qu'ils ont compris à un moment donné de la vie de leur société que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et la République islamique n'a pas beaucoup d'avenir devant lui, parce que sa seule réponse c'est le massacre. Jusqu'où on peut massacrer un peuple et continuer à régner sur lui? Non, c'est pas possible. On ne peut pas continuer éternellement. Mais le fait est que chaque jour qu'il reste, c'est une perte colossale, aussi bien pour le pays que pour les Iraniens. Donc, avant de laisser la parole à monsieur pour une question, celles et ceux qui ont encore des questions à poser, levez la main et on n'en prendra plus en fait après la prise de parole de monsieur. Bonsoir. Alors, je vais jouer le rôle du naïf parce que je n'ai personnellement aucune racine en Iran. Je ne suis pas un spécialiste de l'Iran. Je suis venu pour m'informer et je vous remercie de l'avoir fait. Alors, j'ai donc posé une question un petit peu extérieure. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que vous êtes en capacité de dire quel est le rapport de la société iranienne, je parle bien de la société, je ne parle pas du régime, hein, on est d'accord, à l'Occident en général et aux États-Unis en particulier. C'est-à-dire où on en est de la représentation soit du grand Satan, soit de la fascination des réseaux sociaux. Et si je pose cette question, c'est parce que un moment dans votre intervention, vous avez dit que vous souhaitiez que l'Occident joue un rôle pour soutenir le mouvement de libération qui est actuellement en cours. Et il me semble qu'elle est un petit peu au cœur de cette capacité de réaction de l'Occident. Pour dire les choses autrement, est-ce que les problèmes que vous avez rencontrés, vous avez évoqués au tout début, par rapport à vos travaux, où vous étiez assez critique sur l'Iran, à l'époque où ce n'était pas la mode, est-ce que ces problèmes ne trouvent pas leur origine dans le fait qu'une grande partie de la gauche européenne, et notamment française, je ne vais pas parler des autres que je connais moins, traîne un peu l'idée que qui que ce soit qui soit contre les États-Unis, forcément a des vertus. Oui, devant la gauche française, on ne peut même pas dire ce que les Iraniens pensent des Américains. J'ai eu le tort de dire une fois devant Isabelle Quint que Trump est apprécié des jeunes Iraniens. Elle a été bouleversée d'entendre une abomination pareille. C'était totalement bouleversée. La gauche française a toujours eu des positions très pro-islamistes et la gauche française a beaucoup soutenu la République islamique. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ça fait 30 ans que je vis en France et malheureusement, je l'ai maintes et maintes fois, je l'ai constaté, cette fascination pour la République islamique parce qu'ils sont anti-impérialistes. Et même à un moment donné, j'ai pu constater, mais heureusement ça n'a pas duré, je vous assure, une certaine fascination pour Daesh, parce qu'il était anti-impérialiste. Certains de mes interlocuteurs disaient, mais quand même ils sont anti-impérialistes. Mais alors, mais ce sont des gens de Daesh quand même, comment heureusement ça n'a pas pris. Mais avec les ayatollahs a pris. Pourquoi? Parce qu'ils sont très malins. Ils donnent le change. On a eu un Khatami qui souriait dans les caméras, ou Mohammad Javad Zarif qui souriait à la longueur de la journée devant les caméras. Et les Occidentaux pensaient que ce sont les gens totalement fréquentables. Et ça, la gauche française, encore aujourd'hui, on voit par exemple, je ne veux pas entrer dans le sujet, mais bon, avec le wokisme, qui est en train de faire des ravages dans les universités françaises,
C'est quand même quelque chose qui est très étonnant. Cette manière de regarder l'Orient, l'islam, cet paternalisme qu'on montre envers les musulmans, les Iraniens en ont beaucoup souffert. Mais sous les États-Unis, c'est que les Iraniens, ils disent eux-mêmes, nous n'avons rien contre les États-Unis. Rien contre les États-Unis, ni contre Israël. Ce sont les satans pour la République islamique. Et dans la mesure où les Iraniens sont différents de ce régime, qu'ils rejettent ce régime, donc les ennemis du régime, les ennemis de mon ennemi sont mes amis. C'est aussi simple que ça. Une dernière question de madame. Oui, Avant la dernière. oui, je voulais savoir, selon vous, que peuvent faire les États étrangers pour aider le peuple qui se révolte? Parce qu'en France, moi, j'ai pas l'impression que l'État français aide le peuple iranien. Et on me pose On voit dans les médias, en tout cas. très souvent cette question, et la réponse que je donne toujours à cette question, je vais répéter, je dis que je suis modestement sociologue, mon travail c'est de vous raconter ce qui se passe en Iran. Ce que les politiques, les hommes et les femmes politiques peuvent faire, je leur fais confiance parce que je sais que quand ils veulent faire quelque chose, ils savent le faire. Ils savent le faire. Ils n'ont pas besoin d'une modeste sociologue comme moi pour leur dire ce qu'ils doivent faire parce qu'ils connaissent les lois de leur pays, ils connaissent les initiatives qui ont été déjà prises pour les autres États voyous, qu'ils prennent les mêmes pour l'Iran et qu'ils fassent la même chose qu'ils ont fait pour la Russie, par exemple. Quelle est la différence? C'est la même chose à mes yeux. Mais donc, je ne suis vraiment pas là pour donner des leçons aux hommes et aux femmes politiques en France. Vraiment pas. Et j'ai beaucoup admiré le 28 novembre, quand j'étais à l'Assemblée nationale, quand les députés ont voté pour la résolution d'Adrien Romy. C'était une résolution vraiment complète, qui ferme la porte à l'État français pour entrer en négociation, en relation, et de s'asseoir à la même table que les criminels de la République islamique. Ça ferme la porte. C'était une résolution extrêmement importante. Et ce jour-là, à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas imaginer, je croyais rêver, parce que les députés répétaient, disaient les mêmes choses que j'avais dit pendant 30 ans et personne ne m'a jamais écouté, mais cette fois-ci était en train de sortir de leur bouche. C'était la victoire à mes yeux. Donc, si les Français veulent faire quelque chose, ils savent le faire. Ils ont la capacité de le faire. Ils ont la capacité de mettre la pression sur les dirigeants de la République islamique. Et c'est très important. Déjà, ce que les médias ont fait dès le début jusqu'aujourd'hui était important quand même. Les médias ont rivé leur regard sur l'Iran et ils ont quand même empêché, à mon avis, avec cette attention qu'ils ont portée sur l'Iran, ils ont empêché quand même pas mal de massacres, alors que la République islamique s'est sentie à l'aise pour massacrer les Balouches à Zohedan. Il s'est senti à l'aise pour massacrer à Jawanroud avec le gaz toxique. Mais pourquoi il n'a pas fait à Téhéran? Parce qu'il est gentil? Non. Parce qu'il sait qu'à Téhéran, tout de suite, dans les médias, ça va faire une explosion. Tout de suite, on va... Donc, moi, je pense que les médias ont fait un beau travail. J'aimerais bien qu'ils continuent leur regard, ils fixent leur regard sur l'Iran. Je pense que les politiques aussi peuvent faire ce qu'ils veulent. Enfin, ils ont beaucoup de pouvoir. Ils peuvent empêcher les massacres. Et hier, pas plus tard qu'hier, quelques Iraniens de mes amis ont entamé une grève de la faim devant l'Assemblée nationale. Bon, ils ont été évacués parce qu'ils n'avaient pas d'autorisation, mais dès demain, une dizaine d'Iraniens vont entamer une grève de la faim devant l'Assemblée nationale. Ils ont pris l'autorisation, ils vont s'installer jusqu'à ce que la République islamique arrête les exécutions sommaires. Donc, il y a des possibilités que les Iraniens qui sont à l'étranger, il y a des actes symboliques importants que les Iraniens peuvent faire. La diaspora iranienne est très importante partout en Europe. Les Iraniens ils continuent à manifester, ils peuvent entamer ce genre de grève de faim, ils peuvent faire ce genre d'action symbolique et importante pour mettre la pression sur les États démocratiques. Parce que les jeunes Iraniens, ils ne demandent pas des mots et des merveilles, ils demandent la liberté et la démocratie. C'est très simple. Et c'est tout à fait normal que les pays libres et démocratiques les soutiennent. Ce n'est pas de l'ingérence, c'est la solidarité.
il faut surtout pas croire que la communauté internationale est impuissante. Non, elle est très capable. Madame a une question que je vous poserai après, mais avant ça, je veux dire qu'en ce qui concerne les statistiques, comme vous l'avez déjà bien dit, ça n'existe pas, ou en tout cas c'est faux. En 2019, Amnesty International avait dit qu'il y avait 388 morts. Vous voyez? Et ce n'est que quelques mois plus tard, vraiment peut-être même par rapport à moins d'un an, qu'on a dit qu'il y avait 1500. Vous voyez? Et après, donc le régime, au début, il avait dit 160. Et après, ce n'est que quelques mois plus tard qu'ils avaient reconnu qu'il y avait 300 morts. Donc toutes ces statistiques, c'est faux. Actuellement, les statistiques qu'on nous donne, c'est faux, archi faux. Lorsque, il y a 3 ans, je parlais avec un journaliste de la Voix du Nord, j'avais dit qu'il y avait plus de 1000 morts, et après plus de 4000 blessés et 6000 arrestations. On m'a pris pour un farfelu, on ne l'a même pas écrit dans les journaux. Bon bref, je reviens sur la question de la dame, qui rejoint également ce que vous venez de dire concernant la solidarité internationale. La dame pose la question, elle dit en Allemagne, il y a eu des avocats qui se portent volontaires pour aller défendre ceux qui sont question, qui doivent être condamnés à mort. Donc, la question est, est-ce qu'en France, il y a une chose pareille? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des avocats qui se proposaient d'aller défendre les prisonniers en Iran, mais puisque sur la loi internationale, selon madame, elle dit que normalement, lorsqu'il y a quelqu'un est condamné à mort, il a droit à des défenseurs ou des avocats, même de pays étrangers. C'était le parrainage des députés de l'Assemblée nationale, de Bundestag, était une initiative des Allemands. Et cela n'existe pas dans les autres pays. Autant que je sache, on n'a pas ce genre de parrainage en France. Mais bon, c'est une excellente idée, si ça pouvait se faire. C'est une excellente idée, pourquoi pas. Mais ce n'est pas en France. Ça, c'est l'initiative des députés allemands. On ne peut pas, en fait, transposer ce qui est dans l'Assemblée allemande sur l'Assemblée française. C'est pas possible. Sauf si ils décident de le faire et que cela se propage partout. Ça serait une bonne initiative. Mais le problème, le fait est qu'il y a quand même 18 000 arrêtés, en fait, de personnes qui ont été arrêtées. Est-ce qu'on peut trouver 18 000 par an pour les 18 000 personnes qui sont arrêtées? Ça sera très difficile. Et la République islamique, normalement, on a compris son fonctionnement, dès que quelqu'un a une certaine notoriété, il ne tue pas. C'est-à-dire qu'il tue toujours dans l'ombre. Il tue ceux qui ne sont pas, en fait, dont l'identité n'a pas été révélée, n'ont pas été médiatisés. Bon, le parrainage est excellent parce que ça permet une certaine médiatisation et ça protège, ça empêche que la République islamique les tue. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a quand même 18 000 personnes, voire plus, qui ont été arrêtées. Si on fait le parrainage pour les 80 personnes qui ont copé la peine capitale, bon, la République islamique va piocher dans les 18 000 restants. Donc, vraiment, ce n'est pas une protection. Donc, il faut vraiment trouver une solution pour que ce régime arrête de massacrer les Iraniens. Et autant que trouve une solution pour négocier, moi je pense, il faut trouver une solution pour négocier avec les dirigeants iraniens, pour partir en douce, pour ne pas tuer. Si on pouvait les convaincre de céder la place, ça serait vraiment une excellente idée, mais je ne pense pas qu'ils acceptent. Alors, avant d'applaudir Manal, je tiens à rappeler à chacun et chacune d'entre vous que les débats peuvent se poursuivre juste après. On est attendu au Café Ulysse pour continuer les échanges autour d'un verre avec l'association Ulysse qui nous accueillera. Je remercie aussi le bateau livre qui est là-haut et qui vend le livre de Manez pour celles et ceux qui souhaitent l'acheter. Et surtout, je souhaite remercier encore personnellement Manez de sa présence. Et voilà, merci beaucoup.